Et bienvenue pour la suite de En direct sur Mediapart, consacrée ce soir au climat. Au lendemain du One Planet Summit, organisé à Paris par Emmanuel Macron, on reviendra avec nos invités sur cette question. Sauver le climat, oui, mais avec quel financement? Avec moi ce soir pour animer cette soirée, Jade Lingard. Bonsoir Jade. Bonsoir. Et avant de commencer, c'est l'usage, un petit point promo. En cette période de fête, n'hésitez pas à offrir et à vous offrir Mediapart. Il y a des abonnements cadeaux à partir de 25 € et vous pourrez trouver tout ce qu'il faut sur mediapart.fr/cadeau, KDO. Mais retourne à notre sujet maintenant avec un premier plateau consacré au climat et à la finance. Hier, nous avons assisté un peu à un Davos du climat. Ce soir, sur Mediapart, on va essayer dans un premier temps de suivre l'adage de nos collègues enquêteurs. Follow the money. Où va l'argent? Autour de cette question, la transition écologique peut-elle réduire les inégalités? Pour en parler avec nous ce soir, Lucie Pinson, bonsoir. Bonsoir. Alors, Lucie Pinson, vous êtes chargée de campagne finance privée aux Amis de la Terre et donc une rare spécialiste de la finance privée au sein des ONG qui s'occupent de l'environnement. Jean-Charles Hourcade, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, spécialiste de fiscalité carbone et vous êtes co-auteur de Fiscalité carbone et finance climat, un contrat social pour votre temps. Mais vous n'êtes pas que cela. Vous avez par ailleurs suivi les négociations internationales sur le climat, les fameuses COP, depuis plus de 20 ans. Et vous venez de recevoir une mission du gouvernement sur un système de garantie publique de prêts sur le climat, si j'ai bien compris. Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure, en mots simples, j'espère. Et nous recevons également Philippe Quirion. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous aussi économiste et vous vous êtes notamment beaucoup penché sur les questions d'emploi en lien avec la transition écologique. Oui. Et on recevra dans quelques minutes, qui est un peu en retard, Lucas Chancel. Je vous le présenterai tout à l'heure. Jade, tu étais hier à Boulogne pour le One Planet Summit. Oui. Et tu parles dans ton article d'un Davos du climat. Oui, parce que c'est vrai que ça a été une ambiance très particulière, ce One Planet Summit, où on a vu se rencontrer et se croiser des dirigeants de fonds d'investissement, des présidents de banques, des financiers, des investisseurs. Enfin, il y avait énormément d'argent réunis dans ce beau lieu de la scène musicale. Et surtout, ce qui était extrêmement frappant, c'était à quel point toute la journée et toutes les discussions étaient organisées autour du bon vouloir des entreprises et des industries, mais beaucoup les entreprises financières, leur bon vouloir quant à quel était le niveau d'effort auquel ils sont prêts les uns et les autres pour agir pour le climat. Et donc, ma première question pour ce soir va aller à Lucie Pinson, puisque Lucie, vous êtes vraiment l'une des personnes en France qui travaillait le plus sur le désinvestissement, ce qu'on appelle le désinvestissement. On va expliquer ce que c'est du secteur privé. Est-ce qu'on pourrait commencer en vous demandant quelle est votre réception, votre analyse des annonces qui ont été faites hier par les investisseurs privés concernant le climat? Alors, deux choses. Tout d'abord, du secteur financier bancaire. Au niveau il y avait toutes les banques, donc bien entendu, présentes hier à ce sommet, à ce Davos, j'aime beaucoup l'expression. Et on a eu des annonces, non pas le jour même, mais les jours précédents, par les banques françaises, notamment sur leur financement au secteur des sables bitumineux. Cependant, ça a plus ressemblé à une séance de rattrapage, on va dire, pour Crédit Agricole, Natixis et Société Générale, qui ont voulu suivre BNP Paribas, qui avait pris en octobre dernier des engagements à ne pas financer les projets, mais également les entreprises actives dans les sables bitumineux, et au-delà de ça, tous les secteurs non conventionnels. Malheureusement, c'était des annonces un peu coup dans l'eau pour les trois autres banques françaises, vu qu'elles ont pris des engagements que sur les projets et non sur les entreprises. Alors pourquoi est-ce que c'est significatif, la distinction que vous faites entre projet et entreprise? Et peut-être quel est déjà, pour commencer, le niveau d'exposition de ces banques françaises aux énergies fossiles? On rappelle, les énergies fossiles, c'est charbon, gaz et pétrole, c'est-à-dire des sources très importantes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors on sait que les banques françaises font partie quand même du top 20 des plus gros financeurs aux énergies fossiles. Donc ce qui les place vraiment, ce qui leur donne une responsabilité mondiale dans la lutte contre les changements climatiques ou au contraire l'action contre la tenue des objectifs de l'accord de Paris.
Donc c'était important qu'elles bougent depuis 2015. À ce moment-là, elles ont adopté des engagements sur le secteur du charbon. On les attendait donc sur le charbon encore cette année, mais également sur les autres énergies. Et donc là, on aurait souhaité voir les 3 autres banques françaises suivre l'exemple de BNP et mettre un terme ambitieux à leur soutien, à la fois aux projets, mais également aux entreprises qui développent encore aujourd'hui de nombreux projets de sable bitumineux, de gaz de schiste, etc., notamment outre-Atlantique. L'annonce de la journée, cependant, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'annonces de la part du secteur privé, il y a eu des annonces, notamment d'augmenter les financements aux énergies renouvelables, mais il ne faut pas oublier que tout l'argent qu'on va mettre dans le développement des énergies renouvelables ne va pas annuler les impacts des milliards de financements qui vont encore chaque année aux énergies fossiles. Et là, on a eu une seule annonce vraiment conséquente ce jour-là, c'est celle d'AXA, le premier assureur français, 3e assureur au monde, qui s'est engagé non seulement à désinvestir 3,1 milliards d'euros du charbon et des sables bitumineux, mais qui s'est également engagé à ne plus assurer aucune nouvelle centrale à charbon dans le monde entier. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de conséquent et on espère que l'ensemble du secteur financier, à la fois au niveau français mais au niveau international, suive cet engagement. Est-ce que vous pourriez expliquer désinvestir concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour un groupe comme AXA ? Désinvestir, alors il y a plusieurs conceptions ou définitions, on va dire, du désinvestissement. La première définition qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est sortir notre argent des énergies fossiles. Donc, c'est-à-dire, les acteurs financiers, notamment les investisseurs, ont des actions, ont des obligations dans les entreprises des énergies fossiles. Le désinvestissement doit contenir une part de retrait de ces actions ou de ces obligations de ce secteur. Aux Amis de la Terre, on va avoir une conception qui est un peu différente, à savoir, nous, on demande surtout le retrait des actions. Après, les obligations, on ne demande pas forcément à ce qu'elles soient vendues, parce qu'on considère que ça ne va pas avoir d'impact majeur sur les marchés, sur la réalité des entreprises. Ce qui nous semble beaucoup plus intéressant, c'est de demander à ce qu'il n'y ait pas un seul euro supplémentaire qui aille aux entreprises des énergies fossiles, à commencer par celles qui développent aujourd'hui encore de nouveaux projets de charbon, de raffinerie de pétrole, etc. Donc nous, c'est vraiment une double conception. On retire des parts, mais également on s'engage à ne plus soutenir. Et tout à l'heure, vous avez parlé de rattrapage des banques françaises, en quelque sorte, à part BNP, que vous avez cité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau mondial, il y a un mouvement qui est enclenché, qui date d'avant, et que pour l'instant, la France est un peu à la traîne, c'est ça que vous voulez dire? Alors non, paradoxalement, non, on va revenir au niveau français. Les 3 banques françaises doivent de rattraper BNP sur toute la question des sables bitumineux, des gaz de schiste, des forages en Arctique. Ils ont commencé à bouger, etc. Mais vraiment sur les 2 secteurs. Et là, on voit qu'il y a une priorité aujourd'hui. Il y a une urgence puisqu'il y a 3 projets de pipeline de sables bitumineux qui sont prévus outre-Atlantique, notamment le fameux Keystone XL qui a été relancé après l'arrivée au pouvoir par l'administration Trump. Et ces projets-là, s'ils sont construits, ils vont conduire à une augmentation de la production de sable bitumineux. C'est une logique un peu inverse à notre esprit cartésien qui aime penser il faut d'abord produire des énergies fossiles pour ensuite les transporter puis ensuite les consommer. Là, non, c'est vraiment la construction de ces pipelines-là qui aurait un impact sur l'augmentation de la production de sable bitumineux qui sont, on le sait, très impactants au niveau du climat, de l'environnement et également pour les populations indigènes. Donc là-dessus, il y a une séance de rattrapage qui est obligatoire et qui doit encore s'imposer pour les 3 autres banques françaises. Cependant, au niveau international, on a un lancement, un signal qui a été lancé par AXA au niveau du fait qu'on ne peut plus se permettre de construire de nouvelles centrales à charbon alors que l'urgence climatique nous impose aujourd'hui de fermer les centrales existantes. Donc là, AXA fait un premier pas dans ce sens. Il y a eu la Fédération française de l'assurance qui a également, au nom de ses membres, pris acte de la volonté donc, de tous les assureurs français de ne plus investir dans les entreprises qui n'abandonneraient pas leur plan de développement. Et on espère que ce soit suivi par l'ensemble du secteur financier au niveau international. Peut-être pour rappeler qu'il y a encore, malgré tous les discours selon lesquels le charbon ce serait fini, il y a toujours 1600 nouveaux projets de centrales à charbon prévus dans le monde. Alors ça, c'est un paradoxe qui est effectivement très important à comprendre. Et les Amis de la Terre ont copublié un rapport récent qui donnait ce chiffre.
donc 1600 centrales à charbon qui sont aujourd'hui en projet ou en construction dans le monde. Vous l'avez évalué, ça représente une capacité de production de 550 gigawatts. C'est gigantesque, c'est-à-dire c'est autant que les capacités de production de l'Inde, des États-Unis et de l'Allemagne réunies. Comment expliquer qu'à la fois, il y ait ce mouvement des investissements que vous décrivez, qui est quand même enclenché depuis quelques années et qui touche de très gros acteurs comme AXA, et qu'en même temps, il y ait autant de centrales à charbon, donc très émettrices de CO2, qui continuent à trouver des financements? Alors tout simplement parce qu'aujourd'hui, toutes les actions de désinvestissement ne portent pas forcément sur toutes les entreprises qui développent de nouvelles centrales à charbon. On a des critères qui, généralement, sont fondés sur l'exposition relative d'une entreprise à un secteur. Donc la plupart des actions de désinvestissement du secteur du charbon conduisent à exclure du portefeuille des investisseurs les entreprises qui sont relativement très exposées au charbon. Donc à savoir qui ont une part de leurs revenus ou de leur génération d'électricité supérieure à 50% ou 30% au secteur du charbon. Cependant, ça ne suffit pas. C'est que la part relative d'une entreprise à un secteur. Et ça ne révèle pas son activité réelle aujourd'hui dans le secteur du charbon ou dans tout autre secteur. On va avoir des acteurs notamment comme on va penser à Glencore, qui est le 8e producteur de charbon au niveau international, qui a une exposition à ce secteur qui n'est que de 24%, tout simplement parce que Glencore est un acteur extrêmement diversifié, qui a plusieurs activités. Et donc regarder que son exposition relative au secteur est insuffisante pour empêcher... pour capter les plus gros producteurs. Et également, il y a une autre raison qui est que on regarde aujourd'hui l'activité actuelle d'une entreprise et on ne regarde pas ses activités de développement. Or, aujourd'hui, on voit des nouveaux acteurs qui continuent de miser sur le développement du secteur du charbon et qui y voient un intérêt stratégique business. Et malgré le fait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas des acteurs majeurs du secteur du charbon. Et enfin, la dernière chose, c'est que on a tendance, en tout cas les acteurs financiers, ont tendance à regarder l'impact des risques climatiques sur leur portefeuille, mais ils ne regardent pas l'impact qu'ont leur activité, qu'ont leur portefeuille sur le climat. Et ça, ce changement de perspective doit être absolument effectué aujourd'hui, parce que sinon, on aura vraiment une logique qui est purement financière et non une logique d'impact de ce qu'on appelle le désinvestissement, en anglais plutôt le impact divestment, de s'assurer que nos flux financiers n'aient pas un impact négatif sur la planète. Jean-Charles Hourcade, vous avez une mémoire, comme on l'a dit tout à l'heure, des négociations climatiques. Qu'est-ce que vous avez pensé du sommet d'hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quoi de neuf? C'était pour moi un peu surprenant, alors que j'étais un peu impliqué, je connais à peu près ce qui s'est passé. Il y a une mise en scène tout à fait intéressante. Ça ressemblait à une COP sans COP, c'est-à-dire il y avait tout le monde, il n'y avait pas tout le monde, mais il y avait ça. Et donc il y avait beaucoup de gens, beaucoup de chefs d'État, beaucoup de parties prenantes. Et ce qui a été de nouveau dans cette mise en scène, c'est qu'on a, l'après-midi, les gens ont dit voilà ce qu'on va faire. Finalement, ils le disent aussi, dans les COP, ils le disent, dans les couloirs. Personne ne voit ça. Et là, il y a une sorte de proclamation, de liste, une checklist de ce que les gens vont faire. Alors, bien sûr, il y a ce qu'ils vont faire vraiment, ce qu'ils vont faire de plus par rapport à ce qu'ils auraient fait de toute façon. Et puis il y a dans ce qu'ils vont faire, ce qui est réellement vert et ce qui n'est pas réellement vert. Alors je ne veux pas peut-être revenir sur l'affaire des banques, sur l'affaire du bon vouloir, n'est-ce pas? Mais finalement, le mot bon vouloir, on peut le voir en positif ou en négatif. Bon, on se dit, après tout, c'est que du bon vouloir. Mais finalement, c'est de toute façon que du bon vouloir dans cette affaire. Il faut être clair. Il n'y a pas un gendarme mondial qui fera un jour une guerre parce qu'on n'a pas appliqué les choses. Donc la question, c'est... Hier, il y a une mise en scène où les gens ont dit à haute voix un certain nombre de choses. Alors, vous êtes, gens de médias, j'ai ma petite opinion dessus, mais je me garderai bien de... Est-ce que c'est efficace ou pas? Je n'en sais rien.
Ce qui est important quand même aujourd'hui, politiquement, par rapport quand même à une position politique, il faut voir ça, hein, c'est quand même on est dans un monde où le président Macron a dit, il avait raison, on est en train de perdre la bataille. Si on regarde bien la géographie du monde, on perd la bataille. Sur le climat, Oui, le réchauffement. oui. Bah oui. Voilà, parce qu'il y a certainement les USA, mais enfin, dans d'autres pays, c'est pas terrible non plus. Hein. Si vous rajoutez les USA, la Russie, l'Arabie Saoudite et les autres, c'est pas gagné d'avance. Donc en termes de rapport de force mondiale, c'est pas évident. Donc il a fait. Alors les critiques vont dire c'est purement symbolique. Les positifs vont dire c'est symbolique, mais c'est pas si mal au moins d'avoir fait ça. Donc maintenant, bien sûr, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Alors je ne sais pas si je prends peut-être par ce point-là pour prendre un petit peu l'exemple. Hein. Je ne vais pas le résoudre maintenant, mais finalement. Il y a aussi des rapports de force entre les banques. Mais pas seulement les banques, ça je veux corriger un point. Il y a les banques et il y a tous les intermédiaires financiers, il y a les fonds de pension. Ceux qui détiennent beaucoup de pouvoir d'intervention, c'est peut-être moins maintenant les banques que les fonds de pension. Tout ce qui est le secteur non bancaire a une capitalisation très très forte. Bon, alors, on peut dire, c'est leur bon vouloir, mais en même temps, ils sont sous pression. Parce qu'ils ont leurs collègues chinois aussi. Attendez, les Chinois sont aussi des intervenants. Ce sont des gens qui ont de l'argent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont un développement qui commencent à avoir aussi une capitalisation. Il y a bien sûr les USA. Donc la question est de savoir, en termes de rapport de force, est-ce que le mouvement de désinvestissement qui se trouve de fait par des acteurs qui disent « Ah là là, si je reste trop sur ce domaine, je vais être exposé non seulement au risque climatique, mais même au risque politique. » Pour eux, c'est un risque. Versus le risque que des gens qui sont situés dans des pays où l'opinion publique, les États, les gouvernements trouvent que finalement tout ça, c'est pas très important, vont un jour gagner par rapport à moi parce qu'ils n'ont pas pris ce risque. Donc on a vraiment un problème d'arbitrage là. Hier, il y avait une sorte de mise en scène, de création potentielle de rapport de force pour que les gens qui sont plutôt sur le côté du désinvestissement l'emportent sur les autres. Parce que quand on parle de désinvestissement, c'est un petit peu abstrait. Mais une partie de nos retraites sont gérées par les fonds de pension. S'ils perdent leur valeur, supposons un fonds de pension très vertueux, il désinvestit tout de suite, il perd sa valeur tout de suite, il ne peut plus payer, il ne peut plus servir les rentes qu'attendent les gens qui ont payé pour lui. Donc la question, c'est que vous avez là un problème de risque. Il y a deux risques, quoi. Et donc c'est très politique. Donc hier, ce que je peux dire, on peut espérer que ce qui s'est passé dans peu de temps réoriente le rapport de force dans un sens plutôt que dans l'autre. Voilà. Et par rapport à cette description, peut-être même ce diagnostic que vous faites, Jean-Charles Hourcade, vous, en particulier, en tant qu'économiste, vous travaillez sur la création de nouveaux mécanismes, de nouveaux outils qu'on appelle les outils de garantie publique, qui doivent servir à abaisser le coût du risque des projets bas carbone, des projets énergie renouvelable, efficacité énergétique, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la garantie publique? Et donc, du coup, ce qu'on entend dans vos deux interventions, c'est-à-dire cette effervescence côté privé, qu'est-ce qu'elle appelle comme type d'intervention de la part des puissances publiques pour s'accompagner dans ce mouvement de désinvestissement? Alors, bon, peut-être je vais commencer par un exemple. Ouais. Une conviction profonde, personnelle, c'est que ce n'est pas vrai que les signaux de long terme, les signaux prix, etc., vont l'emporter parce que finalement les gens sont dubitatifs sur la capacité d'un gouvernement d'imposer des prix, etc. Toutes les grandes révolutions technologiques, les grands basculements technologiques se sont faits sous forme de ce qu'on appelle maintenant la garantie publique, on peut employer n'importe quel mot, mais c'est quand même quelque part une société qui dit « je veux quelque chose ». Si vous prenez la révolution du rail, fin 19e siècle et début 20e, vous avez de grosses incertitudes d'investissement. Quand vous avez deux villes, vous investissez, c'est très risqué en termes de capital, il a fallu qu'il y ait des petites garanties, pas très fortes, de l'État, plus le fait que dès que vous mettez une ligne entre deux villes, vous avez un actif qui se réévalue, qui sont les terres de chaque côté des lignes, pour déclencher les mouvements d'investissement. Mais il faut bien quelque part qu'il y ait un engagement public. Et c'est légitime, puisque simplement, c'est la société qui le veut. Alors, du point de vue technique, parce que peut-être que les gens ne voient pas ce que ça veut dire, garantie publique. Ouais. On leur parle beaucoup de contraintes fiscales, de contraintes sur les budgets publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, si je prends sur les budgets publics, c'est-à-dire sur notre impôt, une garantie, c'est quoi? C'est quelque chose qui est
finalement, chacun a l'expérience, chacun peut-être pas, mais les parents qui garantissent le fait que leur enfant sera capable de payer un logement. Donc c'est concrètement, c'est l'État qui met de l'argent un peu de côté. Non, mais je prends l'exemple des familles. Comme ça, c'est très concret. D'accord. J'ai mon fils ou ma fille qui prend un appartement. Il n'est pas assez riche. On me demande de signer une garantie. Mais cette garantie, si mon fils ou ma fille trouve un emploi, je ne payerai jamais rien. C'est ça le problème. C'est pareil pour l'État. Je donne une garantie. Si le projet marche bien, l'État, il paye, non seulement il ne paye rien, mais au contraire, il gagne du fait que le projet marche et donc il aura des recettes supplémentaires. Donc une garantie, c'est une façon de dire. Prenez un exemple. Hein, en gros, ça se passe comme ça. Hein. Vous mettez de vrai argent. Avec 1, vous pouvez garantir 5. Pourquoi? C'est le taux de risque. Donc, si je mets 1, je garantis 5. Donc, je peux mettre 5 de garantie. Mais ça ne me coûte que 1. Et ces 5 de garantie, selon qu'on est optimiste ou pas, vont permettre de capitaliser, d'attirer des fonds privés, allez, de 2 à 3. Pour le plan Juncker, on évalue qu'entre le 1 et la fin, c'est de 1 à 15. D'accord? Donc c'est un système de financement de secteurs dont on ne sait pas encore s'ils sont rentables économiquement. Voilà. Donc on prend le risque. Mais le risque, ce n'est pas le cash. C'est pas par rapport à une subvention. Ou toute subvention, ça vous coûte. On le prend sur le budget de l'État. L'État décaisse. Là, on décaisse que 1 sur 5, et donc sur 5 sur 10 ou 15. Et ça n'existe pas encore aujourd'hui. Pour le climat, mais ça existe partout. Dans les garanties publiques, ça a financé énormément de choses dans le passé. Franchement, ça sert beaucoup sur le marché d'exportation. Et pour être de façon discret, ça sert beaucoup pour le marché des armes. Voilà. Donc, une garantie publique, c'est quelque chose qui est très classique. Sauf qu'on l'a oublié sur le climat. Donc, l'idée, c'est de savoir si une société veut vraiment faire le 2 degrés, il est légitime que l'État se dise finalement, oui, je prends, moi, au nom de mes concitoyens, je prends ça, et finalement, j'ai un rapport de 1 à 10 ou 1 à 15, ensuite, vous vous débrouillez. Et donc, ça fait non seulement que je dérisque l'investissement, c'est ce que mon cher, mais ça répond en partie aux questions que Madame posait. Parce que si je fais ça, j'ai donc des actifs, je crée des infrastructures. Ces infrastructures, on sait qu'elles vont être viables. Donc, les fonds de pension, les autres vont prendre ça comme des actifs. Hein, et ils vont se dire, ça vaut le coup que j'achète des obligations, par exemple, qui sont émises pour financer des éoliennes ou des choses comme ça. Puisqu'on sait que c'est moins risqué, les marchés obligataires vont se dire, ah bah tiens, finalement, oui, c'est vrai, ce truc-là, au lieu d'avoir du 5%, je vais faire du 3%. Voilà. Donc, la garantie publique, c'est ça. Hein. Et donc, si vous voulez, le principe, c'est qu'on l'a oublié, pour des raisons très idéologiques, hein, c'est autre chose, parce que c'est une nouvelle façon, dans un monde quand même où on a dit pendant quelques années que l'appareil d'État, c'est pas bien qu'ils interviennent. Plutôt néolibéral, on va dire. C'est un petit peu ça. Ouais. Voilà. Donc, c'est une façon classique de réhabiliter une intervention de l'État qui est compatible avec les contraintes financières, etc. Voilà. Et avec le marché. Avec le marché. Mais c'est de l'État qui prend son rôle. Lucas Chancel, maintenant, bonsoir. Je vous donne la parole maintenant parce que vous devez partir un peu plus tôt, si j'ai bien compris, que la fin. Vous êtes co-directeur du laboratoire des inégalités mondiales à la Paris School of Economics et auteur d'Insoutenables inégalités. Vous êtes aussi l'auteur en 2015, avant la COP21, d'un rapport sur le CO2 et les inégalités. Donc ma première question est toute simple, c'est les politiques de réduction du CO2 peuvent-elles servir à réduire les inégalités sociales? Déjà, je vais inverser la question. Si on fait rien, qu'est-ce qui se passe sur les inégalités? Si on fait rien sur le climat, les inégalités qui sont déjà extrêmes, les inégalités économiques, les inégalités sociales qui sont déjà extrêmes entre pays et à l'intérieur des pays vont encore plus exploser. Parce que, en général, ce sont toujours les plus modestes qui en pâtissent le plus des chocs environnementaux, que ce soit ici un ouragan, là une sécheresse ou des inondations, par exemple sur le littoral britannique, où un tas d'études qui montrent que ce sont les plus modestes qui sont les plus exposés à ces risques dans tous les pays du monde. Donc ça, c'est assez clair. Si on ne fait rien, accroissement des inégalités. Maintenant, donc, si on fait quelque chose donc, sur le long terme, on va réduire les inégalités. Seulement, il y a différentes manières de faire des politiques environnementales et il y a des manières plus ou moins inégalitaires de le faire. Typiquement, et les travaux de Jean-Charles Hourcade avec Emmanuel Combet au CIRED l'ont très bien montré, la fiscalité carbone peut être une fiscalité qui est régressive, comme elle peut être intégrée dans un paquet, dans un deal global qui est lui-même progressif. Donc il y a différentes manières de faire les choses. Et exemple très concret,
Moi, il me semble que la question de l'inégalité a été plutôt laissée de côté avec la société civile au dernier, en tout cas avant-hier, au sommet sur le climat et la finance climat. C'est-à-dire que là, ce qu'on fait, c'est que, en tout cas dans le dernier projet de loi des finances, on fait un chèque de 10 milliards d'euros aux plus riches parmi les plus riches. Et de l'autre côté, on augmente la fiscalité carbone avec le rattrapage diesel, essence et augmentation de la composante carbone qui est en vigueur depuis 2014. C'est très bien cette augmentation de la composante carbone, donc 3 à 4 milliards d'euros. Le problème, c'est que ça va peser sur les ménages modestes, ça va peser sur les ménages populaires et que la réponse à ça, comment faire une fiscalité carbone progressive? Par ailleurs, il faut accompagner ces ménages modestes, ces ménages populaires, et il faut faire un deal fiscal qui est globalement progressif. Et typiquement, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a mis en place un chèque énergie qui est toujours en vigueur aujourd'hui et qui pourrait être utile pour justement accompagner les ménages modestes dans la transition vers un mode de vie bas carbone qui leur permet de réduire leurs dépenses énergétiques et de moins subir en fait cette transformation. Sauf qu'aujourd'hui, le chèque énergie est ridiculement faible. Il faudra augmenter ce niveau de x10, x20 pour qu'il soit à la hauteur des nouvelles contraintes qui vont peser sur ces ménages qui sont contraints. Mais on nous dit, il n'y a pas d'argent pour financer ce chèque énergie. Oui, mais il n'y a pas d'argent. On vient de faire un chèque de 10 milliards aux plus riches parmi les plus riches, avec la flat tax sur le capital et la quasi-suppression de l'impôt sur la fortune. Donc tout ça, en fait, ça à prendre dans une réflexion plus systémique sur le système fiscal. Et si on n'a pas cette réflexion d'ensemble, alors oui, on peut avoir des politiques climatiques qui sont régressives et qui tendent à renforcer les inégalités et peut-être même à renforcer la frustration qu'ont une partie de la population vis-à-vis des politiques écologiques en général. C'est très intéressant que vous preniez cet exemple parce que c'est quand même un peu ce qui s'est passé dans le débat public en France autour du projet de taxe carbone sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Alors sans refaire toute l'histoire de cette taxe carbone, on peut considérer, et effectivement c'était l'une des choses sur lesquelles Jean-Charles Hourcade avait travaillé, je vais vous donner la parole tout de suite après, mais que l'incompréhension du sens social de cette taxe et le manque sans doute à la fois d'explications mais aussi d'outils de redistribution de cette taxe ont fait qu'elle a été refusée, rejetée par la société française. Est-ce que par rapport à ça, vous auriez des pistes de comment pourrait s'articuler une réforme ou une proposition de fiscalité qui permettrait d'être vertueuse des deux côtés, c'est-à-dire à la fois sur la réduction des gaz à effet de serre, qui est un impératif, mais tout autant est un impératif la réduction des inégalités? Je pense que déjà la première réponse, c'est ayons une réforme fiscale qui soit plus consensuelle qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que, typiquement, très concrètement, je pense qu'il faut augmenter le niveau de ce chèque énergie pour accompagner les ménages qui en ont besoin à changer d'équipement, de transport ou rénover leur logement ou payer les factures d'énergie qui vont augmenter en attendant la rénovation thermique des logements, parce que c'est bien sûr l'un des nerfs de la guerre, la rénovation thermique du logement, mais ça prend du temps de rénover 20 millions de logements. Ça ne se fait pas comme ça en 6 mois, ça prend plusieurs années. Donc on a besoin d'accompagner ces ménages, et pour ça, il faut un accompagnement, et pour cet accompagnement, il faut des fonds. Et pour avoir des fonds, il faut une fiscalité qui est globalement progressive, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Ensuite, il y a toute une série de propositions faites par Jean-Charles Hourcade, Emmanuel Combet sur le basculement de la fiscalité pesant sur le travail vers la fiscalité pesant sur le carbone, avec des effets qui peuvent être positifs sur l'emploi. Et je pense que on va en reparler avec Philippe Quirion si ça n'a pas encore déjà été fait. Et donc, en fait, les pistes existent, les pistes sont connues, les pistes ont été testées dans d'autres pays. Donc, en fait, on n'a pas d'excuse pour dire on ne sait pas faire. Peut-être avant de repasser la parole à Jean-Charles Hourcade, on peut donner la parole à Philippe Quirion, parce que vous, justement, c'est très intéressant. Vous avez travaillé sur le réservoir, comme on dit, enfin, en tout cas les créations d'emplois possibles par la rénovation des bâtiments, donc la rénovation énergétique des bâtiments, ce dont vient de parler Lucas Chancel, et qui justement doit permettre aux ménages les plus pauvres qui vivent dans des logements mal isolés de consommer moins d'énergie, donc de dépenser moins d'argent, donc d'avoir plus d'argent pour eux. Qu'est-ce que vous avez découvert sur la capacité, la possibilité de création d'emplois de cette activité de rénovation énergétique des bâtiments ? Alors effectivement, j'ai travaillé alors pas seulement sur le bâtiment, sur la transition énergétique en général au niveau français et les conséquences que ça peut avoir en matière d'emploi. Conséquences que je trouve
globalement positive, en tout cas sur les types de scénarios que j'ai testés et qui sont basés essentiellement sur des économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables. Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'aller vers le bas carbone, ça crée des emplois. Voilà, c'est une bonne nouvelle parce que en fait, l'argument de l'emploi, il est mobilisé par tout le monde, par les opposants aux politiques climatiques. Trump, pendant la campagne, a mis en avant les pertes d'emplois dans le secteur du charbon, mais aussi par les partisans de ces politiques. Du coup, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Il y a des chiffres complètement contradictoires qui circulent. Et en fait, on se rend compte que les gens qui produisent ces chiffres ne répondent pas aux mêmes questions. Moi, j'ai vraiment essayé de calculer un effet net, c'est-à-dire de prendre en compte à la fois les créations et les destructions d'emplois. Donc sur les scénarios que j'ai testés, c'est un scénario qui a été créé par une association qui s'appelle Negawatt, mais qui est assez proche des scénarios qui ont été faits récemment par une agence publique, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est un effet positif de l'ordre de 500 000 emplois à l'horizon, 600 000 à l'horizon 2050. Bon. Donc 2050, 500 000, 600 000 emplois voilà. créés par les politiques de réduction de CO2. Et c'est vraiment du net, en prenant en compte les destructions. Alors, c'est les trois secteurs d'activité où il y a le plus de création d'emplois, c'est la rénovation thermique des logements, c'est tout ce qui est transport plus propre, à commencer par les transports en commun, et puis c'est le développement des énergies renouvelables. Sur la rénovation thermique, vous avez découvert un truc qui n'est pas très facile à appréhender, c'est que en fait, la rénovation des bâtiments crée plus d'emplois que la construction de nouveaux bâtiments. Si j'ai bien lu. Oui, c'est vrai parce que dans la rénovation, on paye essentiellement de la main-d'œuvre. Évidemment, il y a un peu de matériaux aussi, mais très peu sur l'ensemble de la facture. Sur la construction neuve, il y a quand même plus de matériaux dont la production crée assez peu d'emplois. Mais l'essentiel, la comparaison essentielle, c'est vraiment entre mettre 1 million d'euros pour rénover des bâtiments, donc les isoler, changer le système de chauffage, etc., ou bien mettre ce 1 million d'euros pour continuer à payer des factures de chauffage, donc les énergies fossiles et puis l'électricité. Et là, l'écart, il est vraiment très important. Si on met 1 million d'euros dans la rénovation des bâtiments, on crée à peu près, en France, à peu près 15 emplois en équivalent temps plein. Si on dépense 1 million d'euros pour acheter des produits pétroliers, du fuel par exemple, c'est 1 million d'emplois. Il y a un écart de 1 à 15. C'est un emploi. Et Un emploi. Il y a 1 million d'emplois. Pardon, un emploi, oui, pas 1 million. Et ça, c'est vrai. Donc, c'est vrai dans le bâtiment. C'est à peu près la même chose dans les transports. Parce que, grosso modo, ce qu'il faut faire, c'est pas tellement dépenser plus, c'est réorienter les dépenses pour dépenser moins dans l'achat d'énergie et dépenser plus dans tout le reste, dont les transports en commun. Et par exemple, sur l'exemple des transports, et ce qui permettra de vous redonner la parole, Lucas Chancel, avant que vous partiez, parce que vous devez partir rapidement. Mais sur les transports, c'est intéressant parce que c'est compliqué en fait. Alors, dans les transports, autant dans le bâtiment, on est vraiment dans un cas de figure où il y a vraiment des gains très nets d'emploi, autant dans les transports, ça dépend, parce que c'est divers les transports. Donc oui, il peut y avoir des pertes d'emplois dans le transport aérien, dans le transport de marchandises par la route également. Donc ça, il faudra le prendre en compte, il faudra le gérer. Mais il y a aussi des créations d'emplois. Je parlais, alors évidemment, le fret ferroviaire, il y a évidemment tout ce qui est transport en commun. Dans l'automobile, c'est plus compliqué. Et ce n'est pas toujours facile de voir ce qui va se passer. Le passage à des voitures plus efficaces, à des voitures électriques ou des voitures qui roulent au gaz mais qui consomment moins, ça consiste économiquement à vouloir moins dépenser dans l'énergie utilisée par la voiture et avoir une voiture qui va être plus complexe et avec plus de valeur ajoutée, donc plus d'emplois. Donc, même si on a moins de voitures qui circulent, il faut aller vers moins de voitures, donc moins de production. Il n'y a pas forcément de perte d'emploi en net dans la production automobile. Donc, sur ces exemples-là, ce qu'on voit bien, c'est très concret. C'est comment est-ce que, avec un même objectif de réduction d'émissions de CO2, on peut avoir dans certains cas des secteurs qui, relativement facilement, si je puis dire, vont être créateurs de beaucoup d'emplois, et d'autres sur lesquels ça va être beaucoup plus tendu, voire peut-être négatif en tout cas sur un certain terme. De toute façon, toutes les politiques créent des gagnants et des perdants. Ouais. Il y a des activités où des emplois sont détruits. Ça, il faudra le gérer. Il faudra accompagner, il faudra évidemment
par les transitions, information, mais ça, de toute façon, quelles que soient les politiques dont on parle, ça existe toujours. Donc, on a besoin de puissance publique, et c'est là où, Lucas Chancel, j'aimerais bien vous entendre sur l'exemple de l'Indonésie, sur lequel vous avez travaillé, et Indonésie, où le gouvernement avait à un moment lancé un projet, enfin, avait pris une décision de réduction de subventions aux énergies fossiles. Et quelle était cette proposition et qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'Indonésie, c'est un des nombreux pays émergents au développement qui, pendant de longues années, d'ailleurs beaucoup de pays émergents et en développement, continuent de subventionner très largement le kérosène, le fioul, pour aider les ménages modestes principalement. L'un des problèmes de ces subventions, c'est que ça constitue un poids considérable dans le budget de l'État. Budget de l'État indonésien, jusqu'à 20% du budget de l'État utilisé pour financer ces subventions au pétrole et au fioul. Donc poids dans le budget de l'État, impacts environnementaux. Et puis aussi, ces pays-là se sont rendus compte que finalement, c'était aussi largement les riches des villes pour payer leurs 4x4 qui bénéficiaient de ces subventions, avec des prix réduits finalement à la pompe. Seulement, les plus modestes en bénéficient aussi de ces subventions. Et en proportion de leur budget, en proportion de leurs revenus, la suppression de ces subventions va peser davantage chez les plus modestes que chez les plus riches. Donc, il y a eu évidemment des tensions suite aux annonces de suppression de ces subventions. Et le deal qu'ont fait les Indonésiens, c'est de dire, OK, on supprime les subventions aux énergies fossiles, mais en contrepartie, on crée un véritable système, un embryon de système, et qui se développe depuis d'État social, c'est-à-dire avec la création d'une sécurité sociale, d'un système de santé. Donc là, on a vraiment la combinaison d'un objectif de justice sociale et d'un objectif de protection de l'environnement. Donc on a la création d'un État social écologique. Et il y a plusieurs exemples comme ça qui sont extrêmement inspirants, également pour les politiques publiques européennes et françaises en particulier. Et ça a vraiment été formulé comme ça, comme une sorte d'échange de contrat liant le carbone à plus de protection sociale. Si vous voulez, c'est quand même largement la contrainte budgétaire qui pesait sur le gouvernement indonésien. Donc il y a une question très pécuniaire en fait. Mais il y a aussi la réalisation que finalement, s'il n'y a pas la contrepartie sociale, il y a une explosion des tensions qui sont déjà fortes dans tout un tas de contextes. Et pour reboucler sur la discussion de tout à l'heure sur l'importance de la puissance publique face à la richesse privée. Et aujourd'hui, effectivement, on a besoin de céder de la richesse privée pour faire cette transition. Mais si on remet ça dans un contexte plus large, depuis les années 70, on a un effondrement absolu de la richesse publique qui aujourd'hui, si on fait la somme de tous les actifs publics, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, les infrastructures publiques, moins les dettes publiques, on est à zéro dans les pays riches et on est même en négatif dans certains pays riches. Aux États-Unis, en Angleterre, on est en négatif. C'est-à-dire que si on revendait tout le stock de capital public pour rembourser la dette, on n'arriverait même pas à le faire. Donc, en fait, la transition écologique, c'est aussi un moyen de recréer du capital public. C'est aussi une opportunité exceptionnelle pour recréer du capital public qui est lui-même nécessaire pour investir non seulement dans la transition écologique, mais aussi dans l'éducation, aussi dans la santé, parce qu'on a besoin de ces ressources publiques pour faire face aux crises écologiques et aux crises sociales des décennies à venir. Jean-Charles Hourcade, je vois que vous prenez plein de notes, vous avez envie de réagir. Je pense que, je ne sais pas si Lucas doit partir, je voudrais insister sur un point qui est politiquement très important, enfin, du point de vue de la conception. Tu as dit à un moment donné, en gros, c'est quoi faire? C'est-à-dire qu'en gros, on sait qu'il y a des problèmes pour que la transition se fasse, des gagnants et des perdants, elle peut être plus ou moins égalitaire. Et on sait bien qu'il y a des problèmes à résoudre. On a quand même des choses qui permettent de le faire. La question qui se pose, c'est que... Et ça, c'est vrai. Moi, je travaille dessus depuis très, très, très longtemps. Il y a eu, dès les années 90, beaucoup de production de modèles. On sait à peu près ce que c'est. Réduction des charges sociales versus redistribution aux gens, etc. Je prends l'exemple du chèque vert. Le chèque vert, si on changeait un autre, ce n'est pas forcément très bon parce qu'on donne un chèque pour rembourser les gens d'une taxe de 10, par exemple. Mais le problème est que si les entreprises elles subissent 10 et que ça se propage dans toute l'économie, ça va faire un surcoût de 20, mettons. Donc le budget donc le panier des ménagères, ça existe, c'est comme ça, le panier de la ménagère va s'augmenter de plus de 10. Donc c'est une sorte de contrat léonin. On donne 10, mais en fait la perte de pouvoir d'achat sera plus forte. Par contre, si c'est dans un cadre où, de fait, on restructure la fiscalité pour que cette propagation-là de coûts ne se fait pas, c'est-à-dire qu'il y a le chèque vert, plus les baisses des charges sociales, la baisse du coût du travail, plus d'autres choses, à ce moment-là, ça marche. Mais ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il faut bien mettre tous les gens autour de la table. Et le gros échec de la mission Rocard, c'est que Rocard disait on fait en septembre une table ronde sur comment on utilise. Il faut que ça soit négocié. Les Suédois ont mis 2 ans pour négocier leur taxe, et aujourd'hui, elle est à 150 €. La tonne de CO2. Oui, mais pourquoi? Ils ont mis 2 ans à réformer leur système en intégrant, entre autres choses, la taxe carbone. On ne l'a jamais fait. Et depuis 5 ans, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait d'un côté des gens qui parlaient de la taxe carbone, de l'autre des gens qui parlaient de la transition énergétique, et troisièmement des gens qui parlaient du pacte de compétitivité, c'est toute l'histoire sur la réforme du travail, etc. Complètement déconnectés. Donc la question maintenant, c'est de savoir s'il faut faire passer ça aux gens qui nous écoutent. La question qui se pose, c'est il y a de vrais problèmes, c'est pas si simple que ça. Pour les résoudre, on a quand même des éléments, je suis désolé, il y a quand même des éléments qui existent. On ne résout pas tout, mais quand même. La question qu'il faut, c'est quelles sont les conditions politiques où on met autour de la table les syndicats, le patronat. On parlait des questions d'égalité, non seulement l'axe riche-pauvre, mais les gens qui sont dans des zones isolées en montagne, tous les gens qui sont dans des secteurs très, très spécifiques, qui sont très dépendants de la voiture. Tout ça, on met ensemble et je pense qu'on trouvera des éléments de compromis. Mais ça n'a jamais été fait. La grosse faute, ça serait aujourd'hui de repartir de prendre la taxe carbone comme un drapeau que l'on met comme ça, isolément du reste. Donc je pense que c'est très important d'avoir ça en tête. Et souvent, on utilise le cas suédois pour dire « Regardez, on peut le faire », en oubliant de dire en même temps, ils ont mis 2 ans à négocier ça. Voilà. Alors, si on pouvait prendre 1 an de négociation de vrai, ça serait bien en France. Et je pense que c'est possible. Lucas Chancel, peut-être avant de partir, vous êtes d'accord Tout à fait. Et je vais peut-être juste rajouter que par ailleurs, depuis 20 ans, les Suédois ont aussi réduit largement la progressivité de leur impôt. Donc il y a aussi différentes manières de faire tout ça. C'est autre chose, mais je veux dire, c'est aussi important pour l'acceptabilité globale. Et c'est là je suis d'accord avec Jean-Charles Rocard, on a besoin de deals politiques plus larges que ces questions spécifiques et techniques, ici sur la taxe carbone, là sur la rénovation des logements. Donc on a vraiment besoin d'une pensée systémique et qui soit explicitée comme telle. Lucie Pinson, ces sujets-là, l'aide publique, le chèque vert, l'emploi, ça préoccupe les investisseurs, les banquiers que vous suivez au quotidien? Ils en parlent un peu ou ils sont dans leur bulle? Alors sur les garanties publiques, c'est clair que ça joue un rôle clé pour eux. Un projet ou une industrie qui est garantie par l'État public, c'est un chèque en or, c'est une garantie que, de toute manière, même si le projet, en effet, n'est pas viable, ils vont retrouver leur mise. Donc, aujourd'hui, on a notamment le projet, le TAP en Europe. Le TAP, un énorme projet, le Trans-Atlantic Pipeline, un énorme projet de gazoduc qui transporterait du gaz d'Azerbaïdjan jusqu'en Italie, 10 milliards de mètres cubes de gaz par an, donc totalement incompatible avec l'accord de Paris. Les banques privées, aujourd'hui, il y a Société Générale qui est déjà impliquée via un mandat de conseil, donc c'est à elle de faire en sorte que le projet il se développe bien, qu'il trouve ses financements. Cependant, les financeurs, il faut s'attendre à ce qu'ils alignent les financements nécessaires à partir du moment où il y ait des garanties publiques ou des financements publics. Et donc là, en ce moment, se joue notamment, je pense que vous y reviendrez plus tard dans l'émission, mais se joue notamment la question des financements publics également, qui sont alloués encore chaque année aux énergies fossiles. Et c'est vrai qu'hier, c'était le gros absent aussi du sommet, puisque Macron a organisé cette réunion, donc qui peut avoir un effet positif, parce que ça pousse quand même les acteurs à faire des annonces. Cependant, il n'avait rien à mettre sur la table, et notamment rien au niveau des financements publics qui sont accordés par la France chaque année au secteur des énergies fossiles. Après, pour revenir sur l'autre sujet qui est la question des inégalités, est-ce que cette question-là, elle est centrale, elle est présente dans les réflexions des acteurs financiers qu'on rencontre? Peut-être d'abord dire qu'aux Amis de la Terre, on rencontre principalement des gens qui sont déjà convaincus, ou presque, on va dire. C'est principalement les services RSE, etc. Donc voilà, il y a déjà une oreille attentive, on va dire, à ces questions. Cependant, je pense que contre quoi on se bat, c'est moins le fait qu'ils n'ont pas en tête la question des inégalités, de la lutte contre la pauvreté, etc., que le fait qu'on se bat encore contre l'idée que seuls des gros projets énergétiques centralisés permettraient de résoudre
la pauvreté et que arrêter de financer ça dans certains pays conduira à une augmentation des inégalités. On avait cet argument il y a 3 ans qui nous était répondu par tous les acteurs financiers français. Si on arrête le charbon, on va mettre des populations dans le noir, on va entraîner encore, on va aggraver les problèmes d'accès à l'électricité dans les pays du Sud, etc. Aujourd'hui, on ne l'entend plus, en tout cas en France, on l'entend encore dans d'autres pays, notamment les acteurs bancaires en Grande-Bretagne qui sont catastrophiques là-dessus. Par contre, aujourd'hui, on a le même argument qui nous est répondu par les acteurs bancaires français sur la question du gaz et notamment par Société Générale, encore une fois, sur lequel le gaz, c'est l'énergie de la transition. Ça va permettre à la fois de concilier développement, accès à l'énergie et en même temps bon business pour nous, quoi. J'aimerais bien poser à Philippe Quirion une question sur le type d'emploi qui serait créé par cette transition énergétique, parce qu'on est quand même dans un contexte en France de réduction des emplois aidés. Ça a été très médiatisé. Lucas Chancel parlait de la réduction de la valeur de la puissance publique d'une certaine manière. Est-ce que vous, dans vos travaux, vous avez identifié la quantité d'emplois qui devraient être aidés? Ces emplois à la transition énergétique sont-ils des emplois qui seraient créés mécaniquement par l'activité de chantier? Est-ce qu'il y a besoin d'emplois aidés? Est-ce qu'on est forcément dans le cadre de l'économie sociale et solidaire ou pas du tout? Quel est le paysage de ces emplois? Si on regarde aujourd'hui, des emplois aidés, il y en a, par exemple dans le conseil aux économies d'énergie, vis-à-vis des ménages. Ça existe, mais pour le reste, non. On est dans un contexte soit d'emploi public, on pense à des transports en commun en régie publique, par exemple, soit d'emplois qui sont complètement privés. Tout ce qui est rénovation thermique des bâtiments, c'est des entreprises, des petites ou des grandes. Il y a aussi, avec par contre, beaucoup de financement public, mais qui ne correspond pas à financer des contrats aidés. Ça peut être, après, ça va être toutes sortes de contrats, mais il y a toujours derrière un financement public, mais qui est indirect, voilà, qui est pas toujours bien fait d'ailleurs, qui est même souvent assez mal fait. Enfin, la manière dont aujourd'hui on distribue des fonds publics pour la rénovation des logements, c'est pas du tout ce qu'il faudrait faire. On distribue plus d'1,5 milliard par an environ pour aider en particulier les ménages à isoler, mais ça va être on finance tel ménage pour changer ses fenêtres, pour faire des petits gestes comme ça. C'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faut faire si on veut être sérieux par rapport aux objectifs climatiques qu'on s'est fixés. Puisqu'il faut rénover à un niveau très ambitieux l'essentiel des logements et du tertiaire. Et il ne suffit pas de changer les fenêtres ici ou là. Ça fait peut-être plaisir aux fabricants de fenêtres ou aux artisans, mais c'est pas du tout à la hauteur des enjeux climatiques. Jean-Charles Hourcade. Une petite réaction sur les qualités d'emploi. Parce que ça montre à quel point c'est totalement inséré dans la structure sociale. Moi, je vais revenir juste avant. Prenez la chaîne. Vous voulez investir dans l'efficacité énergétique. Franchement, la période de remboursement, là où les gens remboursent leur argent, c'est 1 an et demi, c'est bon. Donc ça veut dire que normalement tout le monde devrait le faire. Pourquoi on ne le fait pas? Il y a beaucoup de choses, mais il suffit d'avoir été une fois dans sa vie responsable d'un ensemble de copropriété. Vous savez ce que ça veut dire de faire ça. C'est très compliqué. C'est la même chose pour mettre des plugs, hein, pour recharger les batteries dans les garages souterrains. Donc, premièrement, il y a ça. Il y a d'abord le problème. D'abord, il faut que les gens le fassent. Deuxièmement, ensuite, qu'est-ce qui se passe derrière? Attendez, il faut être très clair. Pour faire de la rénovation des bâtiments, vous avez besoin de gens compétents. Vous avez besoin de couvreurs. Il manque de couvreurs. Vous avez besoin de techniciens. Alors, je prends le privilège de l'âge, et je vais vous le faire en gars du Sud-Ouest, de ma génération. On appelle ça les maçons. Les maçons, c'était pas un petit travail. Le maçon, il savait tout faire. Il savait vous faire. Mon oncle était maçon. Donc, il savait creuser des fondations. Et ensuite, bien sûr, il faisait toute la maison. Il allait chercher l'électricien, etc. En gros, le problème, c'est qu'il va avec ça la réévaluation des filières professionnelles du bâtiment.
derrière ce mot très simple, c'est révélation symbolique. C'est pas idiot d'être couvreur, même très noble d'être couvreur ou d'être maçon. Deuxièmement, il faut payer plus. Il faut que les filières soient organisées de telle façon que les salaires compensent la qualité du travail et le fait, c'est pas souvent un travail qui demande parfois un certain courage physique. Bon, donc la question qui se pose ici, c'est qu'on va manquer. Supposer qu'aujourd'hui on a un déclenchement réellement rapide de la rénovation thermique, on n'est pas sûr tout de suite de trouver les gens avec. Et ce qui est bien, parce que la création d'emplois, c'est ça aussi, c'est des emplois de bonne qualité pour que ça fonctionne. Voilà, donc c'est une réaction extrêmement rapide, mais c'est quand même très important. Hein. Et du coup, ça pose aussi la question de la formation. Oui. Est-ce que vous avez regardé Les ça salaires. aussi Et c'est aussi de l'organisation. Parce qu'en fait, par rapport à l'essentiel des chantiers qu'il peut y avoir dans des maisons individuelles, là, on a besoin de différents corps de métier qui soient organisés. Et c'est quand même un secteur, enfin la rénovation des bâtiments, que ce soit thermique ou pas, hein, vous demandez 3 devis, vous avez un écart de 1 à 2 ou de 1 à 3 sans que vous compreniez pourquoi. C'est quand même très désorganisé. Et c'est compliqué pour les gens. C'est compliqué parce qu'ils ne savent pas, ils peuvent pas avoir la réponse technique tout seuls. Ils ne savent pas s'ils peuvent faire confiance ou pas à un artisan. Alors, si on pense qu'il en faut 3 ou 4 pour un chantier de rénovation, alors là, c'est carrément pas possible. Donc, ce qu'il faut, c'est une organisation de la profession. Au-delà de la formation, parce qu'il ne suffit pas de dire on va mettre de l'argent dans la formation. Déjà, les artisans et même les grosses boîtes ne vont pas aller en formation s'il n'y a pas derrière la commande. Donc c'est un peu l'œuf et la poule, quoi. Il y a des expériences intéressantes qui se font au niveau local, qui consistent à organiser des groupements d'artisans pour qu'il y ait un interlocuteur unique face aux particuliers ou à la copro qui se lancent dans de la rénovation. Et avec une offre qui soit techniquement au niveau, et aujourd'hui il y a plein de devis qui sortent qui ne sont pas du tout techniquement au point, et avec des prix qui soient corrects et pas avec des marges complètement délirantes. Et si en plus ces groupements-là peuvent regrouper les différentes aides publiques qui sont aujourd'hui trop nombreuses et désorganisées, ça c'est le type d'expérience qu'il faut développer. Ça commence à se faire depuis quelques années. Par exemple, une expérience qui s'appelle Dorémy dans la Drôme. Il y en a d'autres. Voilà, c'est à ce genre d'organisation de l'offre, au-delà du seul aspect formation, c'est vers ça qu'il faut aller. Ou alors, ça veut dire qu'il faut se dire, ça passera par des grosses entreprises et pas par des artisans. Ça, c'est pas vrai. Mais ça, c'est compliqué aussi. Ça, je pense que c'est pas vrai. Mais je pense que il faut pas prendre cette voie-là. Voilà, c'est tout. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois, puisque Lucas Chancel est déjà parti.